Le cercle RH, les experts de Smart Job, avec des sujets, des sujets qui sont dans l'actualité, alors qui ne donnent pas forcément le sourire. C'est des sujets sérieux, c'est la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est le Conseil d'État qui a retoqué cette réforme qui devait démarrer au 1er juillet. Et puis, opportunément, ou pas d'ailleurs, le Conseil d'État estime que ce n'est pas le moment de le faire, mais le gouvernement est en train de réécrire une nouvelle version, un nouveau décret. Et dans 3 mois, a-t-il expliqué, c'est-à-dire octobre, il y aura une réforme de l'assurance chômage, on va en parler. Et puis la réforme des retraites, ça c'est aussi un sujet de campagne présidentielle. On est entré dans cette campagne, rapport Blanchard-Tirole. Là, évidemment, il y a quelques propositions explosives qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont explosives sur la fin de ces 42 régimes spéciaux, sur le fait d'unifier, de faire une retraite à points. Ça, c'est des sujets qui sont portés par ces experts, ces éminents experts. Avec moi, Marine Balançard. Bonjour Marine. Bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et conseil Ariséal. Décider, ça se travaille, c'est votre passion, c'est presque pas une obsession, mais pour vous, la notion de décision est essentielle. En entreprise. En entreprise. Comme en politique. Comme en politique. Un papier à lire dans l'Obs sur l'hybridation du travail entre Exactement. ceux qui sont au boulot physiquement et puis ceux qui sont chez eux, au boulot aussi d'ailleurs. François Vigne est à mes côtés. Ravi de vous revoir. François, fondateur et directeur associé de Sycomore Corporate Finance et membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu ? J'ai travaillé mon acronyme. Et oui. Et Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique et ce livre, qui d'ailleurs fait écho au débat qu'on aura sur toutes ces réformes. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, qui est un vrai sujet. Ce chiffre, il ne nous a pas échappé. C'est la ministre du Travail qui a communiqué dessus, évidemment. Elle s'est exprimée. Regardez, ce sont les créations d'emplois au mois de mai. 785 000 embauches au mois de mai 2021, c'est le plus haut niveau depuis 2015. Ça c'est une excellente nouvelle, François Vigne. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Là encore, mis à part ça, il faut le mettre en perspective de tous les emplois qui avaient été suspendus ou détruits pendant la première phase Covid. Donc je pense qu'il faut relativiser. Et on a vu le gouvernement moins communiquer sur le chômage à d'autres moments. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais c'est une excellente nouvelle de voir l'économie qui repart. Il était temps et il est urgent qu'elle reparte encore plus vite. Elle repart. Jean-Claude Beaujour, une réaction. Une préoccupation, très bon chiffre, effectivement, qui est normal après ce coup d'arrêt. Ce qui est important, c'est les emplois de longue durée. Et donc, l'idée serait que ces emplois soient des emplois pérennes, parce qu'on a vu qu'il y a un vrai sujet, et c'est l'objet d'un peu de la réforme, c'est les contrats très courts, les contrats longs, etc. Donc, il faut analyser ces chiffres. Il faut savoir, évidemment, si c'est de l'intérim, si c'est une reprise sur des contrats courts, si c'est lié à la temporalité de l'été, parce qu'il y a évidemment aujourd'hui un appel d'air autour des vacances, autour de la restauration. Bon chiffre, il est incontestable. Il donne le sourire, ce chiffre. Bien sûr. Passons à un autre sujet, parce que ce chiffre-là, il est positif et on va évidemment attendre la rentrée de septembre pour avoir des chiffres peut-être plus affinés sur le chômage. La réforme de l'assurance chômage, vous l'avez vu, le Conseil d'État a dit ce n'est pas opportun de réformer. Je voudrais juste vous faire entendre une petite... On avait fait un débat avec un député qui portait cette réforme et qui l'avait défendue dans l'hémicycle, un député de La République En Marche, qui est un des porte-parole de La République En Marche. Il y a eu un débat assez vif sur, à l'époque, la décision du Conseil d'État n'était pas arrivée, est-ce qu'il était opportun ou pas de la faire? Écoutez, et on débat juste après. Pas. Si on continue pas les réformes, vous savez quoi, notre mandat n'a pas de vocation. Nous, on est venu en 2017 pour transformer profondément la société. Vous justifiez d'une réforme. Et donc, au fond, Madame Pénicaud on a besoin Madame d'avancer. Pénicaud a commencé à porter cette réforme. Elle dit vrai. très clairement, cette réforme, elle a été bâtie, elle l'a écrit dans son livre. Dans un contexte différent. Dans un contexte d'amélioration du marché du travail. Faisons une pause pendant cette période Covid. Et on reprendra. Les bases sont là. Donc il faut reprendre ces bases-là. Et il faut faire en sorte que ce soit les acteurs, patronat et syndicats, qui gèrent l'essentiel de la réforme. J'ai quand même envie de vous entendre sans langue de bois, parce que cette réforme de l'assurance chômage, ça fait un bout de temps, elle est bâtie sur un théorème qui dit, et qu'on entend chez certains politiques, on a plus avantage à ne pas travailler qu'à travailler. Donc cette réforme était bâtie philosophiquement là-dessus. Elle se bâtissait aussi sur un déficit endémique qu'il fallait résorber. Qu'est-ce que vous en pensez? On réforme pas? C'était le bon moment ou pas? Jean-Claude Beaujour, François Vigne, Marine Balançard. Jean-Claude. Moi, je pense qu'il y a un constat. On vit plus longtemps, le système est grippé et donc il faut trouver des solutions. J'entends beaucoup dire toute réforme va
pénaliser les plus précaires. Je pense qu'il faut arrêter. Ce clivage est difficile à entendre parce que la préoccupation réelle, c'est créons de l'emploi pour que précisément faisons en sorte que le fait de créer, le fait d'embaucher soit moins coûteux que le fait de financer du chômage. Donc, qui a un coût social. Qui a un coût social. Et je pense que l'objectif d'une vie, c'est pas de financer le chômage. Et nous entendons très bien, humainement, enfin, nous avons tous dans nos entourages un frère, un cousin, une cousine au chômage. On sait bien qu'il y a des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pour autant, il faut tout mettre en place. Donc on réforme. Facilité. Donc il faut réformer. On est d'accord. Après, il faut trouver le curseur, il faut faire en sorte que les plus vulnérables soient protégés. Mais n'oublions pas une chose, que l'objectif, c'est que les gens aillent travailler. Pourquoi ? Le travail, c'est pas qu'une question de combien est-ce qu'on va gagner, c'est quelqu'un qui travaille. Pour nous qui sommes des acteurs de terrain, quelqu'un qui travaille, se réveille le matin. Moi, je vois trop de gens qui ont perdu l'habitude de se réveiller, de se doucher, ils se réveillent, mais pas pour aller travailler. qui n'ont plus confiance, qui ne se font plus confiance. Et vous avez des générations comme ça de chômage. C'est détestable pour les enfants. Si vous n'êtes qu'au chômage, comment voulez-vous que votre gamin vous regarde positivement ? François Vigne, il y a un déficit. Le député disait, mais nous, on est venus au pouvoir pour faire ces réformes. Bon, elles ont été repoussées, les gilets jaunes, la crise Covid. Mais de nouveau, cette question est posée. Sur le plan philosophique, il y a un vrai débat qui est posé, mais pas uniquement par ceux qui défendent Emmanuel Macron, par d'autres qui disent, mais c'est le travail qu'il faut favoriser. Donc, il faut réduire la durée, le montant, pour pousser les gens à aller vers le travail. Est-ce que vous validez cette philosophie-là ? Sur le principe de la philosophie, oui. Et je pense que, avant tout, ce qui est important, c'est l'objectif. C'est de réduire le chômage. La France souffre depuis longtemps d'un chômage de masse et d'un chômage long. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de supprimer le chômage de masse. Une fois qu'on a dit ça, le gouvernement lui-même a suspendu la réforme il y a un an. Et une réforme qui je dirais, qui n'est pas capable de supporter la première crise, c'est que c'est pas une bonne réforme. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est prioritaire en France, c'est de recréer de la confiance. Cette réforme peut être anxiogène parce qu'elle n'est pas forcément claire. Elle manque de clarté. Et donc je pense aujourd'hui, l'urgence, c'est de créer de la confiance. À la réforme, et ce qui est vrai aussi, on est à un an de l'échéance présidentielle. Un président à un an n'a plus la légitimité pour porter des réformes importantes. Aussi lourdes que celle-là. Et il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est la priorité ? Je pense qu'aujourd'hui... le Conseil d'État avait raison. Il a été confirmé aujourd'hui que la dette publique atteignait 118%. Exact. Je dirais du PIB. L'urgence pour le gouvernement, c'est de réduire la dette publique. L'urgence aujourd'hui, c'est de s'attaquer à la problématique de la dette publique. Ouais. Le chômage, faisons confiance aux entreprises et aux salariés pour gérer le point. Le gouvernement, on a moins besoin du gouvernement sur ce sujet. Là où le gouvernement doit agir, c'est sur le redressement des comptes publics. Et là encore, aujourd'hui, l'urgence, c'est de recréer la confiance, qui est absolument indispensable pour permettre la relance. C'est intéressant parce qu'on est en train doucement, avec cette sortie de Covid, à repartir sur des débats traditionnels sur est-ce qu'il faut réformer l'assurance chômage ou d'abord... Mais oui, il faut la réformer. La question, c'est quelle est la temporalité pour le faire. C'est ça. Donc le Conseil d'État a dit... Pas d'opportunité. Oui, c'est une suspension. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le fond. Je redis que le gouvernement est en train, doucement mais sûrement, de réécrire, parce que c'était la base de calcul de l'indemnité journalière, qui sert à calculer le chômage, l'indemnité de chômage. Et effectivement, sur ce point-là, il faut que le gouvernement revoie sa copie. Il n'y a pas de remise en question de la notion de réforme. Marine Balançard. Oui, sur la temporalité, j'entends ce que vous dites, mais là, on sort d'une crise, on essaye d'en sortir. Il n'y a plus de bon moment pour réformer. Je pense que maintenant, il faut y aller. Vous dites que le gouvernement n'a plus de légitimité pour réformer, mais en fait, il n'a plus que ça à faire, puisqu'il n'a pas de bilan pour l'instant. Il n'a pas un bon bilan sur la crise. C'est peut-être ce qu'il cherche à faire, d'ailleurs. Il n'a pas engagé de réforme. Et il n'y a jamais de bon moment, ni pour l'assurance chômage, ni pour les retraites. Il y a un bon moment qui est la première année post-élection. Un gouvernement est très légitime le 18 premiers mois de son élection. Quand le président vient d'être élu par les Français, quand une majorité parlementaire a été élue, ils ont toute légitimité. Le gouvernement a eu 5 ans pour faire ses réformes. Les 100 jours. Malheureusement, ce n'est pas la 5e année qu'il faut le faire, la 4e année. Vous dites qu'il faut y aller, il faut accélérer. Il faut y aller parce qu'il faut que la majorité ait un bilan, il faut que le gouvernement ait un bilan. On ne peut pas accepter qu'il y ait eu 5 ans pour rien. Et oui. Mais je me permets de me tourner vers Jean-Claude Beaujour. Quand on parle à des gens qui travaillent aux États-Unis, qu'ils soient américains ou français, et qui nous racontent le modèle d'assurance chômage, alors évidemment, vous allez me dire, mais évidemment, vous prenez l'extrême, c'est l'opposé absolu. On dit à un salarié, tu as 15 jours, parfois moins, pour te retourner. Il y a le petit caisson, on dit ce soir c'est fini. Tu seras parti. Voilà. Et on te donne parfois une semaine d'indemnité, puis après tu te débrouilles. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un juste milieu entre le modèle très protecteur français et un modèle extrêmement, je dirais, dangereux ou inquiétant ? Je crois que oui, l'idée n'est pas d'arriver au système américain. D'ailleurs, les Américains nous envient notre système social parce que notre système social, dans sa globalité, a permis l'émergence depuis la Deuxième Guerre mondiale d'une classe moyenne importante qui fait que nous sommes comme nous sommes. Qui s'est appauvri, d'ailleurs. Qui s'est appauvri. Maintenant, précisément, parce que le système a promu une classe moyenne,
moyenne. Aujourd'hui, le système n'est plus capable de continuer parce que ça coûte trop cher. C'est la classe moyenne que nous représentons qui est constamment mise à contribution et donc tout se grippe. Et c'est là où il faut... C'est attractif pour un Moi, je voudrais retraité. bien embaucher beaucoup C'est plus. fini ça, hein. C'est 1,8 pour un salarié, 8 pour un retraité. Ça tient pas. Vous savez, dans nos cabinets d'avocats, habituellement, il y avait une pléthore de personnel autour des avocats. Maintenant, ça n'existe plus. On ne prend que des avocats. Ça coûte énormément d'embaucher même une assistante, une personne Cette qui va référence aux charges sociales attenant au contrat de travail. Parce on parle souvent des grands groupes. On oublie que notre pays, c'est 80% de petites et qui ne peuvent pas embaucher parce que c'est trop lourd. Ça coûte trop cher. En moyenne, un SMIC, c'est 2000. En fait, la personne qui est payée au SMIC, ça coûte à l'employeur lambda aux alentours de 2800 €. C'est considérable. Justement, C'est trop cher, c'est trop complexe aussi. Là, je complexité. voyais On en revient au déficit là. Je voyais dans un café un jeune qui travaillait, qui avait 16 ans, et le patron me disait mais c'est extrêmement compliqué de prendre des jeunes de 16 ans, c'est très complexe. Et ça, on a un c'est maquis quand même un problème administratif dans et une le- lourdeur On administrative. a quand même progressé sur la matière, mais il y a encore des efforts, ça c'est clair. En matière de simplification, on peut faire beaucoup mieux. Le rapport Tirole-Blanchard, alors ce sont deux éminents économistes, prix Nobel, Massachusetts Institute pour Blanchard, qui déposent ce rapport, alors qu'il n'est pas un rapport, pour être très précis, qui ne traite que des retraites, c'est un rapport plus global de réforme. À l'intérieur de ce rapport, il y a des propositions sur les retraites. Alors quand on les regarde, il y a l'idée d'être plus protecteur pour les salariés qui ont des difficultés de santé, tout ça est très positif. Tout ce qu'ils annoncent comme étant une réforme explosive, en fait, on les connaissait déjà. C'est on supprime les 42 régimes spéciaux. On fait en sorte d'avoir une retraite à points. Et ils disent une chose qui est très évidente et que vous évoquiez. On vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Là aussi, sur ce point, je ne veux pas qu'on ait le même débat, mais est-ce que vous êtes à front renversé, vous dites on n'a pas la possibilité dans la dernière année de le faire? Et Marine Balançard va nous dire, si on peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme des retraites? Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faut évidemment allonger la durée de travail. Et ça, il faut que plus de gens travaillent d'abord, en réduisant le chômage, et que les gens travaillent plus longtemps. Les deux sont intimement liés. Et en fait, c'est le seul point important de ce rapport, parce qu'après, il y a des petites modalités techniques, mais la seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'allonger le temps travaillé. Mais vous Et évoquez... encore, la question aujourd'hui, les Français ont répondu à 70% qu'il estimait que le président n'était plus légitime pour le faire aujourd'hui, qu'il fallait attendre après les élections. C'est vrai. On ne va pas contre 70% des Français. Et cette réforme, je dirais, le président a eu sa chance, et par ailleurs, le rapport Tirole-Blanchard dit que cette réforme, il faudra 15 ans pour la mettre en place. C'est exact. Et donc, ils disent qu'elle s'inscrit dans le temps long, qu'on la fera pas en 6 mois ou 1 an. Donc oui, je suis pour une réforme importante, et d'autant plus, moi, je serais le président, je prendrais également, je prendrais l'opportunité On vous enregistre, vous êtes enregistré, non, mais François Villena. de la crise Covid, pour dire, aujourd'hui, on vient de rajouter 400 milliards de dettes pour nos jeunes. Bien sûr. Et bien aujourd'hui, je demande à tous les Français qui ont entre 50 et 65 ans, parce que ceux qu'on a voulu protéger pendant la crise Covid, de travailler 2 ou 3 ans de plus. Parce qu'aujourd'hui, vous venez... Leur contribution. Vous aujourd'hui d'alourdir la charge de nos jeunes. Et bien la logique, c'est que vous, tous les Français qui êtes bientôt en âge de retraite, et que vous travaillez 2 ou 3 ans de plus, pour finalement, vous avez été protégés. Pour ceux qui le peuvent, il faut quand même préciser qu'il y ait des emplois mais aujourd'hui, pénibles. je pense que la solidarité intergénérationnelle, elle voudrait Elle passe que par là. tous les Français qui étaient menacés par le Covid et pour lesquels des jeunes ont à faire un effort important, fassent un effort important pour notre jeunesse en travaillant plus. Et ça, je suis sûr que les Français sont prêts à le comprendre. Et finalement, c'est la solidarité intergénérationnelle, c'est ce qu'on demande à tous les Français. Je pensais que c'était François Vigne qui allait prendre en charge cette question sur les régimes spéciaux. Excusez-moi d'y revenir, c'est pas une mince affaire, ces 42 régimes spéciaux, puisque ce sont des caisses de retraite privées, entre guillemets, gérées par l'entreprise. Je pense à la SNCF, à la RATP, qui sont des caisses particulières. Et on a vu ces débats d'injustice face au départ à la retraite, qui étaient soulevés finalement derrière la question des déficits. Ça aussi, on met ça par terre, parce qu'il y a les salariés, rappelez-vous le débat avec Édouard Philippe, c'est la clause du grand-père, c'est-à-dire c'est pour les nouveaux arrivants qu'on aurait le nouveau régime, mais pour ceux qui sont encore dans l'entreprise, on part à 50, 52, 53, 54. C'est très injuste. C'est très injuste. Excusez-moi de le dire comme ça, mais... C'est perçu comme très injuste par les Français et très complexe. Personne ne comprend pourquoi certains ont autant d'avantages et personne ne comprend d'ailleurs son calcul de retraite. Oui. Et puis en plus, on s'aperçoit qu'il y a plein d'erreurs. Donc on croule sous une complexité et un sentiment d'injustice qui est propre à la France, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui concerne les retraites. Donc oui, les régimes spéciaux, c'est, j'espère, la fin des régimes spéciaux. Alors les syndicats, Jean-Claude Beaujour, ça va vous faire plaisir, vous qui évoquiez la lourdeur des charges qui pèsent sur un salarié au SMIC, les syndicats, le CGT notamment, souhaitent une augmentation des cotisations patronales pour évidemment financer ces retraites, ce qui viendrait alourdir un peu plus évidemment la charge sur les épaules des entreprises. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur cette réforme? Là aussi, sur le plan de la temporalité, il faut y aller, on n'a pas le choix.
ou on laisse passer la présidentielle pour que le prochain président ait la puissance politique pour réformer? Alors, toute la difficulté sur la temporalité, parce que la différence par rapport au sujet précédent, c'est qu'on a déjà un décret qui est quasiment... On a avancé, là. On a avancé, le Conseil d'État est prêt à regarder les choses sur le fond, donc on n'est pas sur le même calendrier. En revanche, nous sommes en juillet, quasiment, oui. La rentrée c'est septembre, et à partir de janvier, il n'y aura plus personne. Donc, il y a 3 mois. Je vois mal comment, en 2 mois et demi, c'est-à-dire entre le 1er septembre et le 15 décembre... Et les partenaires sociaux sont dans 2 mois. Je vois mal comment on résout ce problème, d'autant qu'il faudra, là encore, il faudra faire consensus. La première chose, et j'ai presque envie de parler pour le prochain septennat, c'est de quinquennat. Oui, on l'a réduit ça à 5 ans. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut que la réforme se fasse. Deuxième, l'enfermer dans un timing bien précis et avoir dès le départ tout le monde sur la table. Je pense que la méthode a été mauvaise, qui a consisté à faire réfléchir et puis à faire venir réfléchir M. Delevoye, et puis M. Delevoye est venu au gouvernement, et puis finalement tout cela a été... mais bon, c'est mal emballé. Mal emballé. Je pense que sur la méthode, il va falloir revoir, parce que je crains qu'il ne soit trop tard pour cette fois. Marine Balançard, boue. Oui, je boue, parce que là, Emmanuel Macron s'est pris 3 claques. Une physique, une au régional et une avec l'assurance chômage. Et comme au football, il faut qu'ils reprennent la main. Il faut surprendre. C'est vrai. Et je pense qu'il faut aller à contre-courant des 70% des Français. Il faut prendre un risque et il faut agir dans ce quinquennat. Il faut sortir les Français de... C'est juste, hein. Mais pardonnez-moi, on n'est pas là pour... je pense que l'intérêt du président de la République n'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la France et des Français. C'est l'intérêt de la France et des Français. Et l'agenda du président, finalement, on s'en fiche, pardonnez-moi. Enfin, oui, non, mais ce que je veux dire, vous avez raison. Ce qui est important, c'est le bien commun. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme est conforme bien commun? Parce qu'en plus, la réforme, dans sa dernière mouture, était plus coûteuse que le régime précédent. À force de concessions à cause de la grève et des dégrèves mal maîtrisées. Des régimes spéciaux. Donc, en fait, ce qui est ressorti de la réforme est un système encore pire que celui d'avant. Donc il est urgent, je pense, de remettre tout ça à plat, avec une légitimité nécessaire, permettant encore de servir le bien commun et l'intérêt de tous les Français. Terminé, Marine Balançard. Partir plus tard à la retraite, c'est pour moi une évidence. Et l'individualisation, c'est-à-dire pouvoir choisir des fenêtres de départ, moi je suis surprise, parfois je vois des gens qui m'annoncent qu'ils partent à la retraite, on dirait ils ont l'apparence de gens de 40 ans, ils ont encore envie de bosser, ils partent à la retraite. C'est choquant. Donc on est bien d'accord, il y a aussi la notion, je le redis, puisqu'il y avait les régimes spéciaux, mais aussi la pénibilité lancée par François Hollande. C'est un débat qui touche des salariés qui souffrent aussi, qui disent je suis à bout. Absolument, c'est là où nous devons être capables de distinguer. Vous savez, dans notre système, on veut tout généraliser, c'est le système étatique, napoléonien, etc. Et ça, c'est une mauvaise chose. Dans nos professions, il est évident, par exemple, beaucoup de hauts fonctionnaires partent à la retraite à 65 ans, et puis vont travailler ailleurs, font autre chose, hauts fonctionnaires, cadres du privé, parce qu'à 65 ans, on a encore la capacité. Je conçois tout à fait. Blanchard-Tirole disent qu'il faut insister sur le travail des seniors. Je tiens à le dire, on en a beaucoup parlé sur le plateau. Bien sûr. Libérer à 55 ans des entreprises parce qu'on met des plans sociaux, enfin c'est pas sérieux. Mais on comprend parfaitement que des gens qui ont des activités, je pense aux chauffeurs routiers, maçons, gens dans le BTP. Dans le BTP, on ne peut pas à 70 ans être crapahuté sur les échelles. En revanche, moi je le vois très bien chez nos clients, on a beaucoup de cadres dirigeants qui partent à la retraite et automatiquement vont avoir une activité, font du conseil, vont avoir une activité complémentaire, etc. C'est la même chose pour les fonctionnaires. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires, etc. Moi, 10 secondes, j'ai juste autre chose à vous dire, c'est que je voulais vous inviter tous demain aux assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous avons nos assises et sur un thème que j'aime beaucoup, qui est dirigeant, entrepreneur, à quelle liberté es-tu appelé? Je pense que ce mot liberté, il remplit plein de choses. Il y a également la responsabilité qui est attachée. Mais donc, je vous invite tous demain. C'est à Passy-Buzaval, demain, à Rueil-Malmaison. Et donc, vous êtes tous invités à venir nous rejoindre aux assises régionales des EDC. Les 6e. Tout à fait. Il est très fort, vous avez vu, il arrive à faire une petite page de publicité à l'intérieur de l'émission. C'est une invitation. C'est une invitation. Et on la reçoit. Rueil-Malmaison, vous n'avez pas d'invitation à nous faire, Marine Balançard, pour conclure? Non, si ce n'est j'irai volontiers. Elle est très polie. Bienvenue et ça nous ferait très plaisir de vous accueillir demain. Je suis enthousiaste. Merci Marine. À lire ces articles, Marine Balançard, notamment dans l'Obs, où vous écrivez beaucoup. Dernier article dans l'Obs sur la décision en télétravail. Voilà. Quand la moitié du staff est en télétravail, comment on décide? Vous l'avez vu, je vous avais dit que la décision, c'était un peu l'obsession de Marine Balançard. C'est important. Elle estime que c'est essentiel. Nous essayons d'aider nos clients à prendre la décision, à prendre la bonne décision. Jean-Claude Beaujour, c'est un plaisir, avocat international.
avec ce livre sur la mondialisation. Et puis merci à François Vigne avec ces 6e assises des EDC à Rueil-Malmaison. Vous êtes le fondateur de Sycomore par ailleurs et un membre éminent des EDC, on l'aura compris. Je suis très en retard, comme d'habitude, après chaque débat. On va terminer, on va se poser. Tiens, mes invités vont être contents. Je vais recevoir l'auteur d'un livre sur la méditation, le guide pratique de la méditation. Bah oui, tout le monde est un peu crispé avec ces réformes. Bon, on va méditer un petit peu, c'est tout de suite. C'est le livre de Smart Job.